Oui, je prends la suite du coup. Et puis en plus, il me semble que sur un plan chronologique, complètement. les choses s'enchaînent pas trop mal. Complètement. Donc parce que stage de Courlet, donc moi j'avais 16 ans à l'époque et je voulais y participer parce que ma sœur et les parents de Jean-François Mignot qui sont là cet après-midi avaient déjà commencé au sein d'une association, d'une amicale laïque évidemment, parce que c'était le cadre de l'époque à Cerizay, donc alors là on est dans le bocage, dans le nord de Sèvres, avait commencé donc à créer ce groupe qui deviendra l'Avent 2 et avait participé à ce stage. Et moi, ben voilà, mes parents avaient jugé que j'étais trop jeune, c'était encore une époque où il y avait quelques rigidités. Voilà, et donc il se trouve que moi mes déclics ça a été le cadre familial évidemment puisque j'appartiens à une famille voilà qu'André avait filmé en 64 qui dansait. Mon oncle était celui qui dansait l'Avent 2 et a pris l'Avent 2 d'Yves de Courlet, qui s'est répandu par la suite comme l'on sait, et puis mes déclics, donc alors c'est un cadre associatif, hein. Là moi c'était le club des jeunes de Montcoutan, voilà, qui n'avait pas le nom d'amicale laïque puisque c'était pas forcément dans le cadre direct, mais enfin c'était quand même animé par des instituts. Et dans ce cadre il y avait un atelier danse, enfin une activité danse. Et il se trouve que, du coup, c'était la belle-sœur d'André. Alors, on retrouve encore, évidemment, Michel, donc, qui était la sœur de Colette, qui, au sein de ce club des jeunes, animait cet atelier danse. Alors, comme vous l'avez raconté, d'abord danse d'ailleurs, et puis progressivement, avec le travail qui se faisait au sein du groupe départemental, danse poitevine, progressivement. Donc, goût pour la danse, pour ce qui me concerne. Goût pour la musique, donc j'avais appris à jouer de la guitare entre-temps, et c'était une grande passion pour la chanson. Voilà, moi c'était ma motivation autant que la danse, voire plus. Et première collecte, du coup, c'était dans le cadre d'un rassemblement organisé par... parce qu'il n'était pas encore l'UPCP, hein, c'était en 68, la fête des Rosières à la Motte Saint-Thérèse, où on se rassemblait, hein, ça avait commencé à peu près à cette époque-là, à faire des rencontres au Poitevine. La première c'était 67 je crois, et 68 c'était la deuxième, et au sein de l'embryon d'organisation qu'on avait à cette époque sur le plan surtout départemental, André nous avait incité, alors moi j'avais commencé à participer au groupe départemental et on avait fait, à l'époque il y avait eu un stage à Sevray, hein, c'est toi qui en parlais, donc 68 oui, et j'avais participé à ce stage, c'était à Pâques, alors c'était les premiers grands stages qui nous ont construits, hein, c'était pas encore des stages de collecte, mais comme le disait Maurice, ça mêlait quand même un peu de collecte, pas de façon très très organisée, mais on allait à la rencontre des anciens, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et du coup, c'était dans ce cadre-là que André nous avait encouragé à rapporter pour les Rosières un peu d'éléments patrimonial de notre terroir, parce que c'était plutôt quand même les danses, on dansait tous les mêmes, c'était le répertoire qu'avait popularisé André à l'époque. Et donc j'étais allé voir une de mes tantes, qui était réputée pour chanter. J'avais appris 2 chansons à l'époque, on avait chanté ces 2 chansons, je me souviens, aux Rosières. C'était le premier élément, puis après moi j'ai pris le virus complet dans le cadre du PCP évidemment, et toujours dans la même volonté de constituer un répertoire pour le groupe de chant et danse, enfin de danse et chant. Et c'était l'objectif fondamental. Puis progressivement évidemment on découvre quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, enfin on le sait. Dernier élément que je voulais rajouter là-dessus, pour ce qui me concerne, donc c'est quand même l'importance qu'a eu Michel Vallière dans, parce qu'on a parlé d'André qui était celui qui déclenchait, mais dans le côté plus structuré et un peu plus scientifique, on va fait une approche scientifique. Et moi, il y a un stage qui m'a vraiment formé, pour ma part, c'était le stage de Lavosso en 69. 71, Lavosso.
71. 71. C'est après loin, ça. La Non, mais on Mousson. en a fait un avant. À Noix. À loin, à loin. 39 à à Noix. Donc, il y a eu Loin. Loin, Il y a eu 70. il y a- à Noix, celui d'Anois. Oui, moi j'ai pas fait à Noix. Loin, Mais 70. Loin, ça c'est sûr. Mais Loin, sur la 70, sur la c'est ça. méthode. Ah oui, c'est 71. 71. 71. Oui, oui, juste Ah, bah, moi, après. je Non, mais peux- c'est qu'on a fait parce que notre premier. Tu peux redire le toponyme, là, parce que j'ai pas... Alors, en 71, c'est... Lavosso, alors c'est dans la Vienne. C'est dans la Vienne, là. Mais c'est dans la Gâtine. Nord-ouest. C'est dans la zone de bois. Vous l'appelez toujours la Gâtine, mais c'est les bois. Oui, c'est les bois, voilà. C'est On appelle ça, c'est les parle très loin de partenaire, en fait. C'est la zone qui Et sépare la plaine du et coup, la- c'est la première fois moi, où quand même on avait une vraie méthode de collègues. Là, je l'avais suivi dans les enquêtes. Et pour moi, ça a été très formateur. En dehors du fait qu'on avait, André avait lancé officiellement ce qui s'appelait l'opération sauvetage de la tradition orale paysanne. Qui n'a été effectif qu'en 71. Voilà, en 71, ça a été lancé en 71. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à structurer notre collecte sur le terrain de façon collective aussi et pas forcément individuelle. Alors, évidemment, donc on se situe, moi je me situe complètement dans cette filiation collective. Après, avec des motivations qui sont pour les uns tous un peu individuelles, moi liées à la fibre familiale particulière, et à ce goût que j'avais pour la chanson, parce que c'est avant tout ça, je suis d'abord un chanteur et je chantais autre chose que des chansons traditionnelles avant que je les chante. Non, c'était Brassens plutôt pour ça, tous les joueurs de guitare, c'est Brassens. Merci Janie. On garde peut-être ce temps plus repère dans cette diversité-là que vous pointez, ceux plus thématiques, ceux couvrant des domaines plus larges, ceux plus ancrés sur l'importance du cahier d'enquête ou non. Est-ce que, Janie, par exemple, tu peux nous préciser, toi, comment tu procédais et nous préciser ce qu'a pu être la démarche à cet égard-là de l'ARCUP? Alors après, il y avait des éléments structurants, donc ceux qu'on a rappelés à partir de 71, vraiment. Je pense que c'est vraiment autour de ces années-là, 69, 70, 71, que ça s'est cristallisé au niveau de la méthode, au niveau de la structuration. Pour ce qui concerne l'ARCUP, ce cadre collectif a été prégnant, évidemment. Après, moi, pour ma part, c'était une époque, alors du coup, c'est là qu'on s'est côtoyé avec Pierre, puis Pierre Chevrier aussi, à Poitiers, on se retrouvait là. C'était les années, moi j'étais en formation, je me rappelle, pour être prof, de PEGC, et c'était ça, toi aussi, et on avait quand même un peu de temps, en tout cas on prenait. Et moi j'ai passé énormément de temps du coup sur le terrain aussi. Alors moi je faisais moins de kilomètres parce que c'était chez moi, alors donc j'avais moins de kilomètres à faire. Mais à aller comme ça, vraiment à la quête, alors c'était vraiment, on leur dit pour faire du répertoire quand même avant tout. Puis progressivement évidemment on découvre cette espèce d'univers culturel extrêmement complexe. Et c'est ce qui, comme tu l'as dit François, le collectage était structurant, ça c'est clair. Parce qu'on est passé du côté collectionneur, j'ai dit l'autre jour, celui qui collectionne les chansons, qui collectionne les danses, à celui qui découvre une culture. Et qui était notre culture en plus. C'était ça la particularité. C'était quand même celle qu'on portait aussi, on la portait en partie. Et on redécouvrait en fait une part de nous-mêmes quelque part. Et donc, je pense que le côté quand même artistique a été, pour moi, prédominant quand même. Même si on a découvert des gens qui avaient cette forte imprégnation culturelle de tout ce qu'ils portaient en eux, quoi. Des gens, moi je pense à quelqu'un comme Sidonie, que j'ai connu en 72 à Montravers, là, qui était une grande chanteuse, mais c'était une conteuse. Et alors là, du coup, moi, je n'éteignais pas quand elle parlait de la guerre 14. Elle a eu des témoignages qui sont extraordinaires sur comment elle l'a vécu, dans sa famille, cette période-là. Et progressivement, c'est plutôt ce qui est devenu prédominant, c'est des personnages, quoi. Des personnages qui portaient en eux, souvent d'ailleurs, beaucoup
de force artistique, hein, mais qui étaient de grandes personnes au sens plein du terme, qui avaient une sagesse, qui avaient du coup auprès desquels on passait du temps, et pas forcément pour enregistrer telle ou telle chanson, mais vraiment je pense ça s'est cristallisé à un moment donné sur alors les personnages de musiciens évidemment, parce que ça, alors s'il y avait des personnages qui étaient importants, c'était les musiciens aussi, parce que c'était quand on les connaissait tous, c'était au-delà au-delà la musique, hein. Enfin bon, c'est bien, hein. Des gens comme Roger Manceau, là, c'est un peu l'image type. Est-ce que Magnéto, néanmoins, dans la démarche, tu nous dis là, cet ancrage et cette relation qui se tisse avec les gens, est-ce que vous restez néanmoins dans une démarche de collectage, c'est-à-dire d'enregistrement, ou est-ce que par moment on quitte cet ancrage-là moi, c'était toujours dans une démarche d'enregistrement, mais à la limite, le Magnéto, il était là, on s'en apercevait plus, hein, au bout d'un moment. Hein. Alors, bon, il y a l'aspect, enfin vous l'avez souligné, l'aspect financier quand même qui n'était pas neutre, hein, parce que quand on a tous démarré, moi je me souviens, enfin je l'ai dit déjà, j'avais acheté moi un Magnéto, c'était un Grundig, avec des toutes petites bandes, mon premier Magnéto j'avais payé 400 francs, je me rappelle. T'en as eu un toi aussi? Et j'avais pas beaucoup d'argent quoi, et alors on économisait la bande, et moi je me souviens, j'avais une bande que le club des jeunes Vaucluse m'avait prêtée, et c'était toujours la même bande que j'avais utilisée. Puis je la dépouillais et je la réutilisais. À Bordeaux, on nous a dit la même histoire. Et du coup, après, bon, il y a eu quand même les mini-cassettes. Philips qui a inventé les mini-cassettes, ça a été une révolution. C'est pas du matériel extraordinaire. Les premiers, c'était excellent. Et c'est encore... Mais attends, on a des bandes de 71 et qui sont Oui, c'est un vrai problème de micro. non mais le micro c'est autre chose. Et l'utilisation qu'elle fait. Alors juste... On va pas partir en... Non mais je finis juste sur cet aspect technologique qui n'était pas neutre quand même, mais à partir de 71-72, ça n'est plus été un problème, à la fois parce que il y a, donc André et l'UPCP, hein, parce que c'était porté par quand même Marguerite pour en témoigner, toutes les demandes de subventions faites à Jeunesse et Sport, et c'était Jeunesse et Sport qui finançait à cette époque-là tout le matériel qu'il y avait. Et du coup, où on avait moins de scrupules à laisser tourner les magnétophones, quoi. Et évidemment, à être dans une relation beaucoup plus libre avec les gens. Et puis on est passé du 4,75 au 9,5. Ah mais c'est très important. Je me rappelle, c'était en 74. 9,5 cm/s. Moi j'avais annulé une réunion et tout le monde disait maintenant, je ne sais pas qui c'est qui avait dit ça. Formidable. Quelqu'un qui était spécialisé là-dedans, il a dit il faut qu'on enregistre en 9,5. Il tournait en 19. Et après en 19. On tournait en 19. Mais avant c'était du 4,75. Première bande. Oui. 8 heures. Pour l'anecdote, moi je voulais dire une chose, c'est qu'à une époque, à l'UPCP, André disait, moi j'ai la politique du vin d'honneur. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet de réunir tous les gens qui sont susceptibles de nous donner du fric ou qui nous en ont donné déjà et qu'on remercie. Et ça, alors qu'est-ce qu'on s'en est tapé des vins d'honneur? C'est le crowdfunding de l'époque. Oui, oui. Que dire d'autre sur cette relation directe à l'objet Alors, quand même, ce qu'il faut, enfin, je pense quand même ce qui différencie des mouvements comme les nôtres de collecteurs qui sont allés sur des terrains très divers, c'est que on participait très vite à la vie, à l'animation même du territoire sur lequel on était. On n'était pas des étrangers, c'est-à-dire qu'on créait, on avait des groupes, qui se produisaient sur le terrain, donc qui restituaient directement sur cette forme. Qui essayaient de restituer le plus possible ce qu'ils venaient de recueillir. Moi, je me rappelle des danses, on arrivait de recherche, excuse-moi, on arrivait de recherche, le soir il y avait atelier danse, toc, on apprenait la danse qu'on venait d'apprendre l'après-midi. Complètement. Directement. Et du coup, il y avait quand même, très vite avec les gens de notre territoire, quand même une relation plus complice qui s'est créée. C'est ça. Où les gens portaient un peu, et comme je ne sais plus qui c'est, non c'est Pierrot, il y avait des gens qui allaient eux-mêmes collecter des anciens. Moi j'ai connu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ah, tiens, on va aller voir un tel, et qui m'emmenaient voir des personnes qu'ils avaient repérées comme étant
témoin potentiel, quoi. Et puis jusqu'à Rachel Grimaud, enfin t'en parlera Viviane, peut-être, mais Rachel, donc, qui elle-même était collecteuse. C'est ça. Elle s'est faite collecteuse. Elle faisait ses choix et puis triait. Oui, alors. S'accaparait. À 80 ans. Alors, ce qu'il faut dire quand même.